Cour d'appel d'Aix-en-Provence, mercredi 12 novembre. Ouverture médiatique du 3e procès des assassins présumés du berger de Castellar, Pierre Leschiera, tué à coups de carabine le 17 août 1991. Sur le banc des accusés, 2 présumés innocents, Alain et Jérôme Vérando, l'oncle et le neveu. Les 2 hommes ont déjà été jugés séparément et acquittés. Fait rarissime pour un crime, les accusés comparaissent libres. Ils arrivent à pied à la cour d'appel, suivis de près par la famille de la victime. Pour la première fois, on a enfin, après 2 acquittements, un procès où l'oncle et le neveu sont ensemble. C'est-à-dire que l'oncle ne pourra pas être acquitté au bénéfice du neveu et le neveu ne pourra pas être acquitté au bénéfice de l'oncle. Ce qui fait aujourd'hui toute la différence. Si c'est pas l'un, c'est l'autre? C'est peut-être les 2 aussi. Les faits remontent au 17 août 1991. Ce jour-là, le berger de Castellar quitte le village sur sa moto pour rejoindre son troupeau dans la montagne. Il est 6 h du matin. Quelques minutes plus tard, Pierre Leschiera, 33 ans, est abattu de 2 coups de chevrotine. 17 ans plus tard, son père revient sur les lieux avec l'un de ses avocats. Les tireurs étaient embusqués juste là derrière les buissons. Au moment où il est passé, ils ont fait un doublé de fusil, 2 cartouches dans le dos. La moto est venue, donc le choc il a dû à peu près avoir lieu il y a 2-3 mètres de là. La moto, dans son élan, est venue se coucher juste ici. La moto était en travers, comme ça. Et Pierre, couché avec la jambe prise sous la moto, la jambe gauche, et la tête de ce côté. Et bon, une mare de sang qui coulait de sa tête, qui filait sur le béton. Voilà. Pierre Leschiera est achevé d'une balle dans la tête, le coup de grâce. L'arme du crime ne sera jamais retrouvée. D'après les cartouches ramassées sur les lieux, il s'agit d'un vieux modèle de fusil de chasse. Tout de suite, Francis Leschiera accuse les Vérando, une famille de chasseurs qui avait menacé son fils. De plus, le lieu du crime offre 2 chemins de fuite possibles. L'un mène à la villa des Vérando, le deuxième à leur entrepôt de maçonnerie. Depuis qu'il est devenu berger, Pierre Leschiera se heurte sans cesse aux Vérando. Et le conflit dure depuis des années. C'est 3 frères qui avaient une entreprise de maçonnerie, voilà. Et accessoirement, il y en a un qui était conseiller municipal à une époque, président de la société de chasse, voilà. Les Vérando, ce qu'on peut dire sans se tromper, c'est que ce sont des chasseurs. Père, oncle, fils, chaque fois qu'on a entendu un Vérando, on a entendu parler de chasse de la même manière. Ils ne disent pas qu'ils sont 3 frères, ils disent qu'ils sont 3 fusils. Ça veut tout dire. Les 3 fusils, Alain Vérando, Jérôme, son neveu, et Paul, le père de Jérôme. Les Vérando sont des chasseurs, et la montagne est leur domaine. Très impliqués dans la vie du village, ils ont aussi leurs entrées à la mairie. Parce qu'on était quand même d'abord Castellarois. Et on a toujours fait pour le village. Ma sœur, maintenant, elle s'occupe de l'église, parce qu'on est Castellarois et il n'y a personne d'autre. Hein? Alors elle s'occupait de l'église, moi je m'occupais des fêtes, mon frère s'occupait de la société de chasse. On a beaucoup donné dans les associations et on s'est mis un peu de partout. Mais c'était pour le bien du village, hein? C'était pas pour intérêt. Hein? Parce que chacun au village a eu besoin de nous, on a toujours été présents. Ils sont chez eux, ils sont dans leur village, ils sont dans leur terre, et finalement, rien ne peut leur arriver. Jusqu'à ce que Pierre Leschiera, lui, arrive avec d'autres idées, ne soit pas d'accord et ne soit pas soumis. Depuis la mort de son fils, Francis Leschiera monte tous les jours à la bergerie nourrir les dernières brebis. Elle est située juste au-dessus des 2 maisons de la famille Vérando. Pour s'y rendre, il faut passer devant chez eux. Il y a tous ceux qui ont chassé ce matin avec Paul, enfin tout le monde, une partie. D'abord, il faut passer devant la maison de Paul. Ensuite, devant celle d'Alain Vérando.
Et voilà aujourd'hui tout ce qui reste de la bergerie de Pierre Leschiera. Je viens tous les jours. Quelquefois, je pourrais même des fois sauter un jour, parce que bon, quand il fait beau, ils ont de l'herbe dehors et tout. Mais par contre, je fais voir que je suis chez moi, que je viens chez moi, quoi qu'il en coûte. Sorti du lycée agricole d'Antibes, Pierre Leschiera avait réussi son pari, devenir le berger de Castellar. Ce grand gaillard d'1,90 m avait rénové tous les abreuvoirs disséminés dans la montagne pour que son troupeau de 600 brebis puisse y rester toute l'année, aux grandes dames des chasseurs. Ils voyaient Pierre mobiliser la montagne et chaque fois il y avait des altercations, il lâchait les chiens vers le troupeau et c'était en permanence des ennuis qui nous causaient, des sabotages. Le matin, Pierre parlait pour prendre la moto, il avait les 2 pneus crevés de la moto. Une autre fois, ils y avaient arraché les fils de bougie, ils y avaient arraché le tuyau d'essence. Une autre fois, c'était le Toyota, les pneus crevés. Et tout comme ça, là venant. Tant de haine, c'est pas tellement, il n'y a pas tellement de haine. C'est que le problème de l'affaire Leschiera, c'est que c'était quand même un homme qui est un peu spécial. Parce qu'à l'heure actuelle, il y a 15 ans qu'il y a le même berger, il n'y a pas une seule histoire, ni avec les vérandos, ni avec les promeneurs, ni avec les chasseurs. Il n'y a pas. Alors, bon, et avec lui, il ne passait pas un mois qu'il n'y avait pas une histoire. Pierre Leschiera ne craignait pas les conflits. Il était ambitieux et rêvait d'un grand troupeau. Il voulait aussi jouer un rôle dans le village. On a d'un côté des chasseurs qui ont, on l'a vu, des pratiques et un langage pour le moins rustique. Et puis Pierre Leschiera, lui, arrive, il a fait des études, il a des idées, il veut évoluer, progresser, changer les choses. Et là, ça ne va pas du tout plaire au clan Vérando. Bah oui, il ne se laissait pas faire, lui. Hein. Donc, dans la mesure où il leur tenait tête en étant tout seul, c'est sûr que ça les irritait encore plus. À Castellar, c'est la guerre entre le berger et les vérandos. Tous les prétextes sont bons. À commencer par cette route qui mène à la bergerie et qui appartient en partie aux vérandos. Vous savez, c'est mon père qui a donné l'autorisation. Il dit, ben, va, il est jeune, il peut passer. Nous, on ne voulait pas. Ils ne voulaient pas qu'on passe alors qu'on avait le droit de passer. Et jusqu'au moment où ils nous ont coupé la piste, qu'on n'a plus pu. Bon, il y a eu une action en justice qui a été faite, ils ont été reconnus, disons, à tort. Bon, on a eu des indemnités, c'est ce qui les a mis en colère certainement, mais c'est eux qui l'avaient voulu, qui l'avaient provoqué, c'était pas nous. Le 14 août, 3 jours avant l'assassinat, une violente altercation a lieu. Paul Vérando, le frère d'Alain et le père de Jérôme, se met en plein milieu de la route pour bloquer une pelleteuse qui monte à la bergerie faire des travaux. Le berger ne se démonte pas, calmement, il vient vers Paul et du haut de son 1,90 m, le soulève du sol et le pose sur le bas-côté. Paul Vérando est blessé dans son orgueil, comme son fils Jérôme, alors âgé de 16 ans. Et Jérôme, il le prend de mal. Je comprends qu'il a été vexé de la manière que son père est traité, parce que ce sont des gens qui assurent une suprématie, qui veulent en imposer à tout le monde. Et vous avouerez que de voir son père à 50 cm du sol comme ça et puis être déplacé, pour lui, ça l'a choqué. Et il lui dit, si c'est pas mon père, c'est moi qui te tirerai une balle dans la tête, 3 jours avant. Le 17 août, quand Pierre Leschiera est achevé d'une balle en pleine tête, les gendarmes vont tout de suite chez les vérandos. 3 ont de la poudre sur les mains. D'abord Paul et son fils Jérôme Vérando. Paul affirme qu'il a tiré la veille au soir lors d'une fête organisée chez lui. Jérôme n'a pas d'explication. La chasse est fermée depuis des mois, mais de toute façon, à l'heure du crime, père et fils étaient dans leur lit, leurs compagnes respectives sont formelles. 2 autres personnes, des amis des Vérando, ont également de la poudre sur les mains, mais ils ont un alibi. Alain Vérando, lui, a de la poudre, mais pas d'alibi. Le 17 au matin, sa compagne s'est réveillée tard. Après lui, elle ne sait pas à quelle heure il s'est levé. Quand j'ai mis le café, je l'aurais réveillé. Non, je l'ai laissé dormir parce que j'ai rien à me reprocher. Point aller, puis je suis parti travailler. Enfin, moi, pour moi, c'est une logique. Non, pour ça, je suis tranquille. Enfin, ma conscience, elle est tranquille. Maintenant, bon, les jurés pensent peut-être autrement. Mais
Pour moi, je suis tranquille, c'est tout. Mais à l'époque, Alain Vérando multiplie les versions. Il dit avoir pris le café avec sa mère, elle ne s'en souvient pas. Il dit avoir croisé des gens dans le village, il ne confirme pas. En revanche, il a été vu vers 7 h du matin à l'entrée du village, l'air épuisé, les mains posées sur le capot de sa voiture. Alain Vérando n'a pas d'alibi et pas d'explication crédible concernant la poudre sur ses mains. Il est mis en examen et incarcéré par le parquet de Nice. S'ensuit alors un incroyable imbroglio judiciaire. Après 1 an de prison, Alain Vérando se souvient avoir utilisé un spit, un pistolet à clous de maçon, le jour du crime. Selon un rapport d'expert, cela pourrait expliquer la poudre. Il reste accusé, mais il est remis en liberté par la juge d'instruction, Patricia Lanfranchi, qui en reste là. Pendant des années, plus personne ne s'occupe du dossier. Alain vit tranquillement au village, où il croise régulièrement Francis Lesquiera. J'ai un caractère, j'ai la chance de pouvoir me maîtriser, déjà, et je l'ai prouvé. Bon. Mais je ne cache pas que chaque fois que je les rencontre, je sens l'adrénaline qui monte. Au bout de 7 ans, un nouveau procureur de la République arrive à Nice. Il reprend le dossier, relit les expertises et s'aperçoit qu'elles ne mettent absolument pas Alain Vérando hors de cause. Il le renvoie aux assises. Il y a eu au départ quand même une lacune du côté de l'enquête. La justice qui a laissé dormir le dossier, je veux être gentille, et il a fallu de l'obstination, il a fallu se battre, il a fallu qu'on soit vraiment persuadé de la culpabilité pour insister autant de temps. Alain Vérando est jugé en 2002 à Nice. Il est acquitté. La poudre, la seule preuve matérielle sur laquelle reposait l'accusation, est remise en cause par de nouvelles expertises. On aura un expert qui va nous dire oui, il y a des traces de poudre, ça peut être des traces liées à des tirs, c'est compatible avec les tirs, c'est compatible avec ce qui a été retrouvé près de Pierre Lesquiera, mais il n'y a surtout pas de certitude. Autre raison de l'acquittement d'Alain Vérando, l'apparition d'un deuxième coupable possible, son neveu Jérôme. Son alibi s'est effondré à la barre. Sa compagne de l'époque n'est plus très sûre qu'il dormait à ses côtés à l'heure du crime. Une aubaine pour les avocats d'Alain Vérando. Maître Lombard lance l'accusation sur cette piste qui pourrait mettre Alain Vérando hors de cause. Il a fallu, ironie du sort, que ce soit Lombard au moment des assises de l'oncle qui disent, et Baudou qui disent oui mais attention, vous voulez envoyer mon client pour 20 ans en prison parce que l'avocat général demandait 20 ans. Il dit mais il y a le neveu, il a plus de poudre que mon oncle. Après l'acquittement d'Alain Vérando, le parquet fait appel. Il veut un autre procès. Jérôme Vérando est mis en examen et renvoyé aux assises en 2007. Mais il est, lui aussi, acquitté. Le doute a été semé, quoi. Je veux dire, l'acquittement de l'un s'est fait sur l'accusation de l'autre. Et puis l'autre, il y avait toujours ce premier en suspens qui attendait de nouveau un jugement. Donc c'est aussi pour ça qu'on est arrivé à 2 acquittements. Le parquet, là aussi, fait appel. Cette fois, l'oncle et le neveu seront rejugés ensemble. L'accusation espère que cette confrontation les amènera à se déchirer et à s'accuser mutuellement. À l'image de Paul, le père de Jérôme, qui veut protéger son fils et qui commence à parler. Quand Jérôme a été poursuivi par la justice et puis renvoyé devant les assises pour assassinat, là, il s'est passé quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que Paul, le père de Jérôme, pour la première fois, a dit à une caméra, à une journaliste, « Pour moi, mon frère, il est dedans ». Oui, il m'a attaqué. Bon, plusieurs fois, non, il a dit ça. Oui, lui, il est dans le coup, parce que bon, il est stressé peut-être de son fils, de la peur. Mais honnêtement, je ne pense pas que c'est vraiment une pensée réfléchie. C'est une parole que, bon, il a jetée, comme le petit l'a dit. Toi, je te mettrai 2 balles, enfin, j'en sais rien. Bon, c'est la même expression, mais c'est pas réfléchi. Aix-en-Provence, nous sommes à la veille du procès. Que vont faire les 2 suspects? S'accuser l'un l'autre ou au contraire rester solidaires? En coulisses, les avocats discutent. On va se serrer les coudes tous les deux.
Enfin, moi, pour mon principe. Hein. Bon, lui, bon, peut-être que je ne sais pas ce qu'il va raconter ou quoi. C'est que, bon, lui, il est un peu fantaisiste, c'est son problème. Parce qu'il va vous dire n'importe quoi. Mais enfin, moi, de toute manière, je n'en tiendrai pas compte parce que je sais. Pour moi, c'est comme ça, c'est qu'il est innocent. Et puis, je ne vais pas tirer dans les pattes. Je ne vais pas tirer dans les pattes d'un gamin à 16 ans, il avait autre chose à penser qu'aller faire ça. Hein. Je vous dis, il a plutôt les gonzesses hein, à aller voir. Hein. Non, non, non. Ça, c'est... Mais ça, j'espère qu'on va se tenir les coudes au coude. Hein. Les parents du berger savent que sans aveu, la vérité aura du mal à jaillir. Depuis 17 ans, Castellar évite de parler de la mort de leur fils. À chaque fois, les enquêteurs se sont heurtés à des portes closes. La plupart des gens se sont tus. Du moment qu'ils n'étaient pas considérés directement, ils préféraient se taire. Donc je pense que ça n'a pas aidé l'enquête, ça c'est certain, oui. Ah oui, c'est forcé, oui, il y a forcément des gens qui savent, ça c'est sûr. Face à ce mur du silence, Francis, le père du berger, a été tenté un instant de faire justice lui-même. Mais il y a renoncé. C'est vrai que j'y ai pensé. Mais dans les secondes qui ont suivi, tout a changé, tout a été bouleversé dans ce que j'avais pensé au début. J'ai pensé à ma fille, j'ai pensé à ma femme, j'ai pensé à ma petite fille. Et je ne voulais pas les déshonorer parce que si je les avais liquidés, j'étais comme eux, je ne valais pas plus qu'eux. Depuis 17 ans, les Lesquera attendent que la justice désigne les assassins de leur fils. Ils sont persuadés que les tueurs sont plusieurs et que c'est le crime d'un clan. Et la seule chose dont nous ne sommes pas sûrs, c'est la distribution des rôles. Mais pour Canto, complot monté, et ça provient de ce groupe. Voilà, il n'y a que les rôles qu'on ne peut pas attribuer. Laure, la fille du berger, avait 6 ans quand son père a été assassiné. Aujourd'hui, elle espère que le verdict lui permettra d'aller de l'avant. Elle n'a aucun sentiment de vengeance, elle a besoin de justice. On n'est pas là pour qu'ils soient condamnés à perpétuité. Hein. Moi, je m'en fiche de ça. On a appris à vivre en les croisant au quotidien depuis 17 ans. On n'est pas là pour ça. Nous, ce qu'on attend, c'est la reconnaissance de la justice pour pouvoir faire un deuil, enfin, quoi. Vous n'y arrivez pas à faire ce deuil? Mais je pense que tant qu'il n'y a pas cette reconnaissance, justement, le deuil n'est pas possible. Reconnaître que ce qu'on dit depuis des années, c'est la réalité. Est-ce que le fait qu'on ne le reconnaisse pas, c'est quelque chose qui vous empêche Ben pour pouvoir avancer, il est mort. Pour pouvoir tourner la page, il faut qu'il y ait ça. C'est vraiment nécessaire. Pour nous et pour lui. Quand le verdict sera prononcé, si j'entends cette phrase que nous attendons depuis 17 ans, le jury a déclaré coupable tel ou tel, je vais fermer mes oreilles. Les années qu'ils peuvent endurer comme pénitence ne m'intéressent pas du tout. Que ce soit 1 mois, 15 jours, 10 ans, 5 ans, mais que ce soit désigné. Et si le verdict était encore une fois un verdict d'acquittement? Je ne peux pas imaginer que nos dernières années se terminent. Alors, comment vous dire, y aura-t-il alors une justice divine? Mais enfin, moi, je voudrais une justice sur cette terre. Hein. Retour à Aix-en-Provence. Après 8 jours de procès, c'est l'heure du verdict. La veille, l'avocat général a demandé l'acquittement pour Jérôme Vérando, dont l'alibi a de nouveau été maintenu par son ex-compagne. En revanche, il a requis 20 ans contre l'oncle, Alain Vérando. Ce matin, les avocats d'Alain Vérando ont plaidé. Maître Lombard a été le dernier à parler. Cette fois, il n'a pas pu rejeter l'accusation sur Jérôme. Excusez-moi, Maître Lombard, je peux vous demander dans quel état d'esprit vous êtes à la sortie de votre plaidoirie? Je suis dans un état d'esprit où l'espoir a toute sa place. Maître Baudot et moi, nous considérons que dans cette affaire, après nos interventions, d'ailleurs et même avant, aucune charge ne serait retenue contre Vérando et qu'un seul verdict est envisageable, un acquittement.
Les deux familles attendent maintenant le délibéré, la peur au ventre. C'est l'heure du déjeuner, mais les proches d'Alain ont l'estomac noué. Le père de Jérôme, Paul Vérando, semble plus confiant. De leur côté, les Leschiera ont surtout faim de justice. Nous sommes à quelques heures du verdict. Quel est votre état d'esprit? Bien, nous sommes fatigués, nous sommes épuisés, mais nous avons plein d'espoir. Il est 15 h. Après seulement 2 heures de délibéré, le verdict va être rendu. La mère du berger attend ce moment depuis 17 ans. Le verdict est annoncé en moins d'1 minute. Alain et Jérôme Vérando sont acquittés. Jérôme Vérando, est-ce qu'on peut vous demander dans quel état d'esprit vous êtes? Dans un esprit décomposé, de fatigue. Je veux juste vous dire que je suis innocent, je le sens. J'en ai juste appris ce qu'ils ont voulu faire croire le contraire. C'est tout. Je viens d'autre à rajouter. Les Vérando ont eu très peur, ils sont soulagés. Quelques minutes après le verdict, oncle et neveu reviennent dans la cour d'assises pour prendre leurs affaires. Ils ne se sont pas parlé depuis 6 ans, depuis que les avocats d'Alain ont mis Jérôme en cause. Vous avez eu très peur? De la justice, oui. Mais pas de ma conscience. Comment vous allez vivre de nouveau ensemble au village? Comme on l'a toujours fait jusqu'à maintenant. On s'est toujours courtoyé. Bonjour, bonsoir, c'est tout. Non, je veux dire, avec la famille, vous voulez dire. Avec la famille ou... Entre familles, entre le fameux clan Vérando, est-ce qu'il va se reconstituer? Il n'y a jamais eu de clan. À mon sens, moi, j'ai mis de clan. Mais à votre avis, alors, qui a tué le berger? Je le savais. Je le savais. Assommés par le verdict, les Leschiera, eux, se sont réfugiés à l'hôtel. Ils laissent la parole à leur avocat. Ils ont une telle masse de désespoir qu'ils n'ont pas envie de parler. Ils ont affronté autre chose que la presse, vous savez. Ils ont affronté la mort, ils ont affronté le deuil, et ils ont affronté aujourd'hui un verdict qui leur dit « Pierre, il est mort, assassiné par l'incompétence judiciaire ». Les Leschiera sont retournés à Castellar. Les Vérando aussi. Le fantôme de Pierre Leschiera, le berger de Castellar, n'a pas fini de hanter le village.